7h42 minutes, nous avons le grand plaisir et dirais-je l'honneur, mais ce sont des formules consacrées que vous avez l'habitude d'entendre désormais tout le temps. Joseph Stiglitz, bienvenue dans les matins de France Culture. Pour la troisième fois, évidemment, nous vous recevons à chaque fois que vous pouvez passer en France avec chacun de vos livres et vous serez traduit par Michel Zlotowski. Joseph Stiglitz, vous venez avec au lien qui libère ce nouveau livre, le prix de l'inégalité. Je rappelle que vous êtes vous prix Nobel d'économie en 2001, auteur déjà du triomphe de la cupidité, de la grande désillusion, de notre monde encore. Vous venez avec ce livre, le prix de l'inégalité, pour constater que aux États-Unis principalement, mais aussi dans le monde, ceci expliquant peut-être cela, les inégalités sont de plus en plus croissantes dans un pays qui pourtant s'était fait fort de dire que l'égalité serait peut-être au fond le meilleur ciment d'une société, d'une population, le meilleur ciment assurant ainsi un lien social sur les pas peut-être qui sait de l'égalité telle que la conçoivent les Européens ou telle qu'elle fut pensée au moment de la Révolution française. Mais je voudrais m'attarder sur le tout début du livre où vous tentez en forme de préambule, de combattre une sorte de cliché. Vous dites, j'ai observé les révolutions arabes, j'ai observé les liens et les conséquences qu'elles avaient pu avoir sur les indignés espagnols, puis sur les Occupy Wall Street américains, et il ne faut pas dire que ces gens n'ont pas de conception politique. Au contraire, c'est bien parce qu'au fond, les révolutionnaires tunisiens et les indignés espagnols ont une haute conception de la politique qu'ils se sont mis debout, et c'est même étonnant qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. That's right. One of the things that obviously was of concern was the high unemployment. Une des choses qui était inquiétante, c'était le très haut niveau de chômage. Mais les autres choses qui étaient frappantes, c'est qu'ils étaient vraiment indignés par l'inégalité entre ceux qui avaient des emplois, qui étaient bien, qui avaient des soutiens, ceux qui allaient dans les bonnes écoles. Donc, ils se plaignaient du manque d'égalité, du manque d'opportunités, d'occasions qui leur étaient offertes. Et ce qui est frappant, c'est que même aux États-Unis, qui se pensent comme étant terre d'égalité, les choses ont changé. Les chiffres montrent que les États-Unis sont devenus le pays avec le moins d'égalité, le moins d'occasions possibles, d'égalité des possibilités pour les gens. Vous savez, la durée de vie d'un enfant est plus reliée que partout ailleurs au niveau de revenus de ses parents et au niveau d'éducation de ses parents. C'est un très très grand changement. Et c'est pas du tout en ligne avec notre propre conception de ce qu'une société équitable doit être, ou ce qu'une société basée sur la démocratie doit être. Mais alors, Joseph Stiglitz, vous le racontez dans le livre, mais peut-être faut-il que vous nous retraciez les étapes justement qui mènent à ce grand moment d'inégalité, et notamment aux États-Unis. C'est là-dessus que le plus gros de votre livre porte. À quel moment tout de même, alors, cette égalité, ou ce principe d'égalité, a-t-il commencé à flancher? Parce qu'après tout, cette égalité elle a été portée par un libéralisme qui a toujours eu cours aux États-Unis. Pourquoi tout d'un coup ce libéralisme aurait-il failli? C'est un processus graduel qui se poursuit depuis plusieurs années. Pour moi, le moment crucial, ça a été les années 80, avec le début de l'administration Reagan, la dérégulation, certaines des protections sociales qui ont été annulées. Le secteur financier a grossi de plus en plus. Vous savez, le montant que les PDG se payaient eux-mêmes, ces limites sont devenues de plus en plus faibles. Les syndicats se sont affaiblis. Donc c'est une accumulation d'un très grand nombre de changements qui se sont produits au cours d'une trentaine d'années. Un des ingrédients principaux, c'était l'affaiblissement du système d'éducation publique. L'éducation, c'est la variable critique pour pouvoir, dans les familles pauvres ou moyennes, pour pouvoir arriver en haut de l'échelle sociale. Bien que nous ayons d'excellentes universités en haut de l'échelle, même si ces universités disent qu'elles acceptent des étudiants sans aucun problème de besoin, qu'on leur fournira l'argent.
Seulement 8% des étudiants dans ces universités d'élite viennent des 50% du bas de l'échelle. Donc, si vous n'avez pas des parents bien établis, votre possibilité d'avoir une éducation primaire et secondaire qui vous qualifiera pour les universités d'élite, eh bien, vous n'y arrivez pas. Donc, d'une certaine manière, on perpétue l'inégalité au sein de notre société. Mais cela veut dire quoi? Alors qu'à un moment donné, Joseph Stiglitz, le principe qui consiste à dire que, au fond, plus on s'enrichit, plus la richesse retombe en cascade sur une société, ce principe-là n'a plus fonctionné. Il a fonctionné à une époque tout de même où il n'a... Joseph Stiglitz. I'm not sure that Je ne suis pas sûr que le ruissellement économique ait jamais fonctionné. Mais ce qui est très clair, c'est que ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner quelques chiffres. La part de revenus du 1% du haut de l'échelle a doublé au cours des 30 dernières années. La part des 0,1% a triplé ou quadruplé. Les revenus de l'Américain moyen, ceux qui sont au milieu, est moindre aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 15 ans. Et le revenu d'un employé masculin à plein temps est plus faible qu'il ne l'était en 1968, 4 décennies plus tard, quasiment un demi-siècle après. Il n'y a eu aucun accroissement dans leur niveau de vie. C'est frappant pour un pays où il y a eu de la croissance. Et aucune de cette croissance n'est allée au bénéfice de la plus grande partie des citoyens. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une génération qui a trahi, au fond, une devise qui consistait, pour le dire grosso modo, je résume ce que vous dites, au fond, à ne plus s'appuyer sur les États-Unis comme un pays de classe moyenne. L'Amérique veut toujours se croire comme un pays de classe moyenne. Mais les chiffres montrent que le moyen a été creusé, vidé. Il y a plus de pauvres. Les pauvres sont plus pauvres encore. Et une fraction plus importante des revenus va aux très, très, très riches. Alors, ce que vous appelez, vous faites la distinction, vous dites que même si vous caricaturez un peu, tous ne sont pas à mettre dans le même sac, mais enfin tout de même, il y a donc ce 1% qui serait représenté par notamment les marchés financiers, et les grands industriels, les grands patrons de banques, et puis les 99% restants essayant de se partager les miettes. Ce qui surtout est frappant quand on vous lit, Joseph Stiglitz, c'est qu'on se dit qu'il y a eu une faute partagée, qu'il ne suffit pas seulement peut-être alors de montrer du doigt les banques et la méchante finance, mais peut-être avant tout, dites-vous, le politique qui a laissé faire, avec une sorte, pourrait-on dire, de connivence, le mot en français étant plutôt péjoratif. Joseph Stiglitz. Une des choses que j'essaie de définir et de pointer dans mon livre, c'est que ce qui se passe, c'est pas simplement les forces du marché. Les forces du marché n'existent pas dans le vide. Les mêmes forces de marché sont à l'œuvre aux États-Unis, en Scandinavie, en France, au Royaume-Uni. Mais la façon dont ces forces de marché fonctionnent sont très différentes. Il y a beaucoup plus d'égalité d'occasion en Scandinavie qu'il n'y en a aux États-Unis. Donc ce que cela démontre, c'est que c'est la politique qui façonne les réglementations, les règles, et ça aboutit à d'autres niveaux d'égalité ou d'inégalité. Le problème aux États-Unis, c'est que non seulement on a plus d'inégalité économique, mais on a de l'inégalité politique. Et les deux sont reliés très étroitement. On est passé d'un système un homme ou une femme, une voix, à un système qui est mieux décrit par $1, une voix. L'inégalité face à l'argent
a mené à une inégalité de pouvoir politique. On le voit pendant les élections qui sont en train de se produire aux États-Unis. On anticipe et on prévoit que les élections vont coûter plus de 1000 milliards de dollars. Et c'est de l'argent qui est levé. Alors, Joseph Stiglitz, il y a eu quelque chose qui n'a pas non plus fonctionné, justement tout récemment, dans le mandat de Barack Obama. Il n'y a pas eu, vous employez le mot, de punition, de procès contre les banques qui auraient dû avoir lieu quand l'une ou l'autre ont fait faillite et ont demandé, les unes après les autres, le renflouement de l'État. Mais cela s'est fait, comme on dirait, avec pertes et profits, plutôt profits d'ailleurs pour les banques. That's right. But it was even worse than that. Oui, mais c'est pire que ça même. Parce que non seulement ces banques étaient trop importantes pour échouer, too big to fail, mais elles étaient aussi trop grosses pour être tenues responsables. Les banques ont signé des déclarations devant les cours que des millions d'Américains devaient de l'argent, mais en fait qu'ils ne repayaient pas, ils ne remboursaient pas leurs emprunts et qu'ils devaient être évincés de leur maison. 7 millions d'Américains ont perdu leur domicile. Mais les banques ont menti. Elles n'ont pas vérifié les fichiers et les dossiers. Et beaucoup d'Américains ont été évincés de chez eux, expulsés de chez eux. Ils ne devaient pas repayer quoi que ce soit. Les documents étaient tellement mauvais pour les banques, dans les banques, que les banques ne pouvaient pas dire qui devait de l'argent et qui ne devait pas d'argent. Et donc, ils ont évincé de leurs habitations, de leurs appartements, de leurs maisons, des gens qui ne devaient rien du tout aux banques. Et donc, beaucoup de personnes sont allées devant les cours de justice, ont été envoyées en prison, et voilà. Mais tous ces gens dans les banques qui sont responsables de tout ça, rien ne leur a été fait, rien ne leur a été reproché. Mais dites, Joseph Stiglitz, est-ce que les États-Unis ne sont pas le premier et le plus grand État socialiste du monde? Toutes les banques ont été renflouées par l'État. Un mot, peut-être une, je sais pas, par exemple, AIG, 150 milliards de dollars pour sauver AIG par l'État, mais c'est pas la seule. Oui, c'est incroyable. 150 milliards de dollars qui sont allés à une seule banque, à une seule entreprise. Beaucoup plus d'argent dans véritablement l'aide aux entreprises. On a donné plus d'aide aux banques qu'aux gens qui sont dans le besoin. Avant la crise, le Congrès américain a voté une loi pour donner de l'aide sanitaire aux enfants pauvres. Et le président Bush a mis son veto à la loi. Ça coûtait 8 milliards de dollars. Il a dit on n'a pas assez d'argent pour les enfants pauvres, pour leur système de santé. Donc eux ont été vraiment ont eu des problèmes de santé pour la vie. Mais après cela, il a trouvé quand même 150 milliards de dollars pour aider AIG. Et il n'y a aucune transparence. On ne sait pas où l'argent est passé. Et à la fin des fins, après que les tribunaux ont réclamé, exigé les traces, et la Réserve fédérale a dit non, on ne va pas écouter ça. Et la Cour a redemandé où est allé l'argent. On a découvert que l'argent est allé à Goldman Sachs. Et à quelques banques françaises d'ailleurs aussi. Mais ça n'a pas aidé les Américains les plus pauvres. D'un mot pour terminer cette première partie, d'un tout petit mot, évidemment, Joseph Stiglitz, ce qui vous inquiète dans toute cette histoire-là, c'est que c'est la démocratie qui en prend un coup, parce que au fur et à mesure, la défiance est de plus en plus grande de la part du citoyen vis-à-vis de celui qu'il élit. Yeah, and that is extraordinarily disconcerting because this has given rise parce que ça a laissé la voie libre au Tea Party Movement, parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement, ils essayent de diminuer la puissance du gouvernement et ne se rendent pas compte que ce n'est que le gouvernement qui peut protéger les citoyens contre les abus des banques, contre les abus de ce 1% le plus riche. Même si le gouvernement tente de les protéger, les citoyens,
citoyens. Quand ça fonctionne, parce que ça n'a pas beaucoup marché, eh ben, ils veulent se débarrasser du gouvernement quand même. Voilà, Joseph Stiglitz, invité des matins, traduit bien sûr par Michel Zlotowski. Monsieur Stiglitz, je vous présente Brice Couturier qui va vous apporter la contradiction, il me semble. Bonjour Brice. Good morning, bonjour Marc. Il y a eu sur l'origine et les causes de la crise plusieurs versions, plusieurs récits. Et bien sûr, selon le diagnostic que l'on adopte, les traitements à appliquer aux malades, les économies occidentales, seront différents. Alors le récit keynésien dont vous êtes, Joseph Stiglitz, sans doute le plus prestigieux représentant, est bien connu. Surtout en France, où parce qu'il est tenu pour celui de la gauche raisonnable, il a la faveur des médias. Ce qui lui vaut d'être souvent considéré comme le seul possible. Pour le résumer, ce discours keynésien, on dira ceci. L'économie mondiale, qui était saine jusque dans les années 70, a été perturbée par la dérégulation des marchés décrétée pour des raisons politiques par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Cette dérégulation a causé un enrichissement spectaculaire d'une petite minorité de bénéficiaires, les professionnels de la finance essentiellement, mais l'immense majorité, les fameux 99%, au nom desquels entendaient parler les occupants du parc Zuccotti à New York, ont vu au contraire leurs revenus stagner ou décliner. Alors ils ont tenté de maintenir leur niveau de vie en s'endettant. Il faut donc revenir aux politiques qui étaient menées depuis le New Deal jusqu'aux années 70, la relance de la consommation par le déficit public. Lorsque la croissance sera ainsi stimulée, les États rembourseront aisément leurs dettes grâce à de fortes rentrées fiscales. Mais plusieurs auteurs hostiles au keynésianisme font observer malicieusement que les recettes keynésiennes ont été appliquées depuis au moins une vingtaine d'années et que le plein emploi promis n'est vraiment pas au rendez-vous. Je trouve très éclairant le livre de Jean-Marc Daniel, professeur d'économie français, intitulé « Ricardo revient, ils sont restés keynésiens ». Son diagnostic, à lui, est très différent, je le cite. « La crise ne vient pas de la folie des banques, mais de l'arbitraire de l'État américain. » Je développe. Primo, depuis la décision de Nixon d'affranchir le dollar, monnaie de transaction et de réserve internationale, de toute référence à l'étalon or, les États-Unis se sont attribués ce que Jacques Rueff, notre prix Nobel d'économie français, le seul, appelait un privilège exorbitant. Ils ont acquis, les États-Unis, un statut de puissance alchimiste, écrit Jean-Marc Daniel, puisqu'ils fabriquent l'or du monde. Du coup, ils ont cru pouvoir consommer bien plus que ce qu'ils ne produisent en compensant ce déficit commercial structurel à coup d'émission de nouveaux dollars. La Fed, surtout à l'époque d'Alan Greenspan, a maintenu des taux d'intérêt anormalement bas pour permettre à l'État fédéral de s'endetter hors de toute prudence. Car la droite américaine au pouvoir, sous George W. Bush en particulier, a pratiqué un keynésianisme déchaîné. Sans le dire, elle a fait sienne la fameuse politique de relance par la dépense publique et le recours insensé à la planche à billets. Mais au lieu de faire financer les dettes publiques par l'euthanasie du rentier, préconisée par Keynes, c'est-à-dire l'inflation, eh bien, cette droite américaine a préféré les allègements d'impôts sur les ménages, et en particulier les plus fortunés, parce que c'est son électorat. Mais cette politique de soutien à la demande, qui était censée assurer le plein emploi, eh bien, elle a manifestement échoué. Et si le Nord stagne, le Sud, lui, connaît bel et bien l'inflation. Ce que traduit l'envolée des cours du pétrole, des matières premières et surtout le prix des produits agricoles. La dérégulation, eh bien, elle a bon dos. C'est l'État américain, à l'époque de Jimmy Carter, démocrate donc de gauche, qui est à l'origine directe de la crise des subprimes, en ayant adopté une législation qui oblige les banques américaines à prêter aux ménages sans ressources afin qu'eux aussi puissent spéculer sur l'immobilier en achetant et en revendant des maisons et en garantissant les crédits hypothécaires de Fannie Mae et Freddie Mac qui sont à l'origine, ne l'oublions pas, des agences publiques. Que répondez-vous, Joseph Stiglitz, à ceux qui disent « Il faut renoncer aux méthodes qui ont bien marché dans les années 30 et encore dans l'après-guerre, mais qui s'avèrent contre-productives 80 ans plus tard. Il faut faire ce qu'ont fait les Allemands et ce que préconise François Hollande,
ramener d'urgence les budgets publics à l'équilibre et éponger nos dettes. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Joseph Stiglitz, monsieur le prix Nobel d'économie. Je vous ai vu être très attentif et même prendre des notes. C'est à vous. Yes. Well, first, the fundamental problem. Eh bien, le problème fondamental, tout d'abord, dans les années avant la crise, eh bien, ils étaient nombreux. L'économie américaine était soutenue par une bulle immobilière. C'est vraiment la bulle qui a maintenu l'allant de l'économie. 40% de tous les investissements étaient faits dans l'immobilier. Maintenant, il y a un mythe de droite, que c'était le gouvernement qui encourageait les hypothèques des subprimes. C'est tout à fait faux. La commission d'enquête bipartisane a regardé cela en profondeur et a rejeté ce point de vue. La source des mauvais prêts, c'était les banques privées. La position du gouvernement a toujours été, mais il ne faut pas faire de discrimination à l'encontre des pauvres. Vous ne pouvez pas faire de discrimination contre les Noirs américains, contre les Hispaniques. Vous devez leur donner des prêts qui sont en accord avec leurs moyens. Mais le secteur privé s'est mis à faire des prêts prédateurs pour tenter de prendre avantage des gens mal informés. Et ça, c'est la source principale des problèmes. Bon, il est vrai que sous le président Bush, il y a eu des déficits. Et les déficits, c'était des réductions d'impôts pour les très riches. C'était des guerres extrêmement coûteuses. C'est un prêt ou des dons énormes pour les sociétés de pharmaceutiques. Mais la source principale des déficits aujourd'hui aux États-Unis, c'est la même chose qu'en France. Eh bien, c'est la récession. C'est la récession qui a causé le déficit. C'est pas le déficit qui a créé la récession. C'est l'inverse. La meilleure façon de remettre l'économie sur les rails est de restaurer la croissance. La question, c'est comment restaure-t-on la croissance? Pour les États-Unis, c'est très simple. Si on crée une société plus égalitaire et que l'on investit dans notre avenir, oui, on pourra emprunter quasiment à 0% d'intérêt. Et on a des taux d'intérêt négatifs, contre-inflationnistes. La politique keynésienne fonctionnerait non seulement pour nous ramener au plein emploi, mais également pour restaurer la croissance à long terme et pour pouvoir s'occuper de l'énorme inégalité et régler les inégalités qui existent aujourd'hui dans l'Amérique centrale. Pour qu'on vous comprenne bien, Joseph Stiglitz, faire une politique égalitaire, dites-vous, ce serait quoi? D'essayer de rattraper ou de remettre à niveau tout simplement le retard de salaire, que les classes moyennes retrouvent un salaire qui était le sien, proportionnellement parlant évidemment avec la montée du coût de la vie, à celui d'il y a 20 ans? C'est sur les salaires que ça se passe? Partiellement sur les salaires, partiellement sur les impôts, le système d'imposition. Les gens qui sont tout à fait en haut des États-Unis, aux États-Unis en haut de l'échelle, payent très très peu d'impôts. Mitt Romney, lui fait des 1% supplémentaires en haut de l'échelle. Eh bien, lui, il paye 15% d'impôts. Beaucoup moins que les impôts payés par les gens dont les revenus sont beaucoup plus modérés. Donc, nous n'avons pas une taxe progressive, on a une taxe régressive. Il y a 20 ans, ou 25 ans, il en aurait payé combien d'impôts, Mitt Romney? Il y a 30 ans, avant Reagan, il aurait payé 70%. Ah oui, on est passé de 70 à 15. Oui, that's right.
Brice Couturier. Mais alors, vous nous dites plus de dépenses publiques parce que la dépense publique d'aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. C'est un discours qu'on entend depuis assez longtemps. Et il y a eu un grand débat l'année dernière aux États-Unis sur le fait que la dette publique américaine avait dépassé les 100% du PIB. C'est-à-dire que l'État américain doit plus que tout ce que les États-Unis produisent en une seule année. Nous, en France, on a atteint les 90% et on estime que c'est le seuil d'alerte. Comment expliquez-vous qu'avec des taux d'endettement aussi spectaculaires, le fameux plein emploi que nous promettent les keynésiens ne soit toujours pas au rendez-vous? C'est le moins qu'on l'on puisse dire. Joseph Stiglitz. La raison pour laquelle la dette a augmenté, c'est parce que l'économie ne fonctionnait pas correctement. Donc les impôts, les revenus des impôts ont baissé et l'économie a tellement été affaiblie par la crise financière, par la déréglementation, par la dérégulation. Je voudrais éclaircir cela. C'est Carter qui a commencé un peu la dérégulation, mais c'était pour que l'industrie aéronautique soit plus efficace, pour que l'industrie des camions soit plus efficace. Mais la grande erreur, ça a été la dérégulation du secteur financier. Mais sous Carter, le budget était à l'équilibre. Mais sous Carter, il a eu 3 années de suite où le budget fédéral était équilibré, et non pas très déséquilibré comme aujourd'hui. C'est vrai, mais ça a commencé sous Reagan, quand on a commencé à déséquilibrer les budgets. Et moins on faisait payer d'impôts en haut de la pyramide, et on a dit que ça allait stimuler l'économie, ça. De telle sorte que les bénéfices augmenteraient. Mais c'était tout à fait faux. C'était complètement discrédité. C'était la vision que ce qui contraignait l'économie, c'était l'excès d'impôts. Et la réponse, c'était faux. Non, c'est pas ça. Sylvain Kahn. Bonjour Monsieur Stiglitz. Par rapport à cette période justement des réformes engagées par Ronald Reagan aux États-Unis et Maggie Thatcher au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que elles ont été engagées, et cette dérégulation en particulier, en raison de l'inflation très élevée dans les années 70 qui mangeait les économies et l'épargne des classes moyennes salariées, et qu'il fallait répondre à ce qui était considéré par la majorité des électeurs de l'époque dans ces deux pays comme un véritable besoin? Joseph Stiglitz. L'inflation à la période donnée, c'était une des raisons pour le changement de la politique économique. Ça ne signifie pas que c'était le bon diagnostic ou la bonne solution. Ils ont pensé que du côté de l'offre, en diminuant les impôts, les gens travailleraient plus et pourraient épargner plus, mais ça n'a pas fonctionné. La chose intéressante, c'est que la période de la croissance la plus rapide aux États-Unis, ça a été dans les décennies après 1950, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on avait un taux d'imposition très élevé. Ce n'était pas seulement une période de croissance rapide, la croissance était beaucoup plus rapide parmi les pauvres. Et donc, le pays entier, chaque groupe a grossi, mais les pauvres ont grossi plus rapidement. Enfin, les revenus des pauvres ont grossi plus que ceux des autres. Lorsqu'on a tenté cette expérience dans les années 90, on a cru plus lentement et la plupart de la croissance est allée vers le haut de la pyramide. Et les classes moyennes et les classes pauvres ont décliné. Ça a été une expérience qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il lui fallut faire alors à l'époque ? Eh bien, ce qu'il aurait fallu, probablement, c'est d'adapter certaines des réglementations. Vous avez raison. La question des réglementations, des régulations qui ont été adoptées dans les années 30, comme le Glass-Steagall, ont fonctionné très bien pendant 30-40 années. Ils ont stabilisé l'économie. Mais l'économie a changé et il fallait les mettre à jour, ces lois. Il n'y avait pas de dérivés à l'époque. Il aurait fallu réguler les dérivés. Mais au lieu d'adapter ces règlements à la nouvelle économie qui se développait, on a fait voter une loi disant qu'il ne faut pas réguler les dérivés. Et on a eu AIG et 150 milliards de dollars pour renflouer une société. On a permis aux banques d'investissement et aux banques commerciales de prendre la main, et puis on a commencé à jouer avec l'argent des petites gens. Donc on a enlevé
les bases de la stabilité de l'économie. On n'a pas eu de véritable croissance, on n'a pas eu de véritables investissements. Simplement une toute petite partie de l'Amérique s'est beaucoup enrichie en termes d'investissement. On a eu le secteur de la high-tech, mais c'était basé sur des dépenses du gouvernement. C'était l'Internet qui était finalement la source de croissance de la fin du siècle dernier, du début de ce siècle. Et ça, c'était financé par la recherche gouvernementale, les biotech. Toute la finance, eh bien tout ça c'était financé par le gouvernement. Donc quand il y avait toute cette discussion, ce débat sur le mauvais aspect du gouvernement, en fait le gouvernement, ça a été le moteur des fondamentaux de l'économie. Et une toute petite partie du secteur privé, ça c'est très important, faisait revenir ces fonds vers le marché et fournissait les bases de notre croissance économique. Brice Couturier. Comme pas mal de gens de gauche aux États-Unis, vous paraissez très déçu par Barack Obama. Dans votre livre, vous lui reprochez notamment de n'avoir pas puni les banquiers, ni contrôlé la finance. Pourtant, la stratégie de sortie de crise de Barack Obama est typiquement inspirée par les méthodes keynésiennes, par la dépense publique, l'investissement pour l'avenir. Est-ce que vous allez, malgré votre déception, lui apporter votre soutien politique aux élections de novembre ? Et comment pensez-vous que les choses vont se passer ensuite entre le Congrès et le président, si Barack Obama est élu? Joseph Stiglitz, invité des matins. Je soutiens fortement Barack Obama. Il faut toujours faire des choix parmi les alternatives existantes. Et Romney et Ryan ont dit très clairement ce qu'est leur programme économique. Ça serait beaucoup plus d'inégalités, même abaisser les impôts pour le 1% qui est en haut de l'échelle, ne rien faire sur les investissements pour l'avenir, sur l'accès à l'éducation et plus d'austérité. La plupart des gens à l'extérieur des États-Unis ne se rendent pas compte que les États-Unis pratiquent l'austérité. Même si on parle de toutes les dépenses publiques, il y a 1 million de moins d'emplois dans le public qu'il n'y en avait avant la crise. Donc le gouvernement a été une des sources de la faiblesse de l'économie. Et ils en proposent plus. Aucune grande économie n'a jamais pu se guérir de la récession grâce à l'austérité. Donc les États-Unis, c'est une grande autorité. Ces politiques ne fonctionnent pas. Oui, mais alors, Joseph Stiglitz, se pose une question quasiment aussi sociologique ou anthropologique. Après tout, il fut un moment où, dans les années 80, que l'on soit de droite ou de gauche, on a tout de même accompagné ou cru aux vertus d'un certain libéralisme, le tournant français de 1983, le tournant social-démocrate libéral avec Gerhard Schröder 10 ans plus tard en Allemagne. Et puis aujourd'hui, que l'on soit de droite ou de gauche, il semble que on plaide pour une sorte d'austérité, que l'on soit James Cameron en Grande-Bretagne ou François Hollande en France, avec certes la variable française par exemple qui consiste à rajouter la croissance à l'austérité. Mais comment pensez-vous finalement que l'on se débrouille au fil de l'histoire de ces moments au fond de, je dirais, de doxa? Si je voulais vous taquiner, êtes-vous bien sûr que vous avez toujours plaidé exactement pour ce que vous nous dites là aujourd'hui? Il y a par exemple 25 ans. Est-ce qu'à une époque, on en parlait ici une fois avec Jean-Paul Fitoussi, les économistes les Français du milieu des années 80, ne plaidaient-ils pas tous plus ou moins pour une sorte de libéralisation de l'économie, plus ou moins encadrée, mais enfin tout de même, il fallait aller vers ça, de Tony Blair à Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque? Ce qui est clair, c'est qu'à diverses époques, on a eu un excès de régulation. Des régulations qui étaient non nécessaires. L'économie a changé.
C'était une partie de l'ordre du jour de réexaminer les réglementations. On réinventait le gouvernement, comme on le disait aux États-Unis, comprendre quels étaient les règlements qui étaient importants et ceux qui ne le sont pas. On a besoin de lois pour savoir qu'on a de la nourriture saine, qu'on protège les travailleurs sur les lieux de travail. Personne ne croit qu'il faut mettre bas toutes les réglementations, toutes les régulations. Nous savons, après la crise de 2008... Même ceux qui plaident pour... Mais oui, je pense qu'ils le savent. Je ne pense pas qu'ils veulent aller acheter de la nourriture et en être malades, être empoisonnés par leur nourriture. Non, évidemment. Nous savons que les banques non régulées peuvent mettre bas toute l'économie. Donc, il faut qu'il y ait des réglementations bancaires. Ce qui est très clair aussi, comme je l'ai dit précédemment, c'est que l'austérité ne va pas remettre l'économie sur les rails. Est-ce que vous pensez... Il faut le soutien du gouvernement, de l'État, d'une manière ou d'une autre. Alors quand on ne veut pas employer le mot d'austérité, on emploie celui de rigueur, ou vice-versa, on ne sait jamais bien lequel remplace l'autre. Peut-être question de cours, là, monsieur le prix Nobel d'économie. Hier, le président de la République française a annoncé qu'il fallait gagner 30 milliards d'euros sur 2 ans, hein, si je ne me trompe, 30 milliards d'euros. Moi, vous savez, je ne suis pas très fort en économie, ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup, c'est réalisable? Il a annoncé un plan. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que la France fait de l'austérité, le Royaume-Uni, les autres pays en Europe font de l'austérité. Eh bien, toute l'Europe va s'affaiblir. La récession, qui est déjà présente, va continuer. Le chaummage va croître. Les seules instances où l'austérité a été associée avec la croissance, c'était quand le gouvernement diminue ses dépenses et accroît en fait les exportations. Mais tous vos partenaires s'affaiblissent. Vous ne pourrez plus exporter. Le résultat sera que vous aurez une économie de plus en plus faible. Et c'est ce qui se produit pays après pays à travers le monde. La bonne nouvelle pour les économies comme celle des États-Unis, c'est que peut-être qu'on a une dette très importante. Bon, le taux de PIB par rapport au PIB, vous savez, une grande partie de la dette est vendue par le gouvernement, etc., etc. Mais bon, les États-Unis peuvent emprunter de l'argent aujourd'hui à un taux négatif. Un taux négatif. Et en même temps, nous avons un besoin énorme sur le plan des infrastructures, en éducation, en technologie. N'importe qui visitant les États-Unis sait qu'on a besoin de meilleurs aéroports, de meilleures routes, de meilleurs trains. Un meilleur métro à New York, par exemple. Un meilleur métro à New York. Bon. Il y aura de très hauts retours sur investissement et le coût du capital est un coût négatif. Et si on fait ces investissements, eh bien, la balance des paiements sera meilleure. C'est très clair. On peut dépenser l'argent sur une autre guerre, et on aura de la dette, et on n'aura pas d'actifs. Mais l'ordre du jour, c'est d'essayer de sortir des guerres, et de commencer à dépenser plus sur des choses qui vont finalement rendre notre économie plus productive. Brice Couturier ? Enfin, vous nous dites que la rigueur budgétaire provoque la récession. Il y a quand même quelques contre-exemples aujourd'hui évidents en Europe même. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Mais je pourrais vous citer aussi le cas des budgets, comme je l'ai déjà fait, le cas des budgets sous Clinton, qui équilibrait le budget, alors même qui renforçait l'Amérique et qui lui donnait une bonne santé. Donc il n'y a pas un rapport direct entre toujours plus de dépenses publiques et de la croissance. On voit bien aujourd'hui que les États-Unis fournissent un effort phénoménal en matière de dépenses publiques et la croissance, surtout l'emploi, n'est pas au rendez-vous. Donc finalement, l'arbitrage que fait François Hollande, il est plutôt en faveur de l'Allemagne plutôt qu'en faveur de ce que font les États-Unis keynésiens. Joseph Stiglitz.
Dans les années 90, moi j'étais dans l'administration Clinton quand on a géré leur politique économique et c'était très clair pour nous. On avait un soutien très fort du gouvernement pour l'économie et c'était seulement lorsque l'investissement a commencé à croître qu'on a commencé à couper les dépenses gouvernementales. C'est lorsque l'économie, quand l'investissement s'est rétabli en raison de l'Internet, basé encore une fois sur un programme de recherche gouvernemental, que ça a commencé véritablement à réintroduire les véritables investissements. Eh bien, dans les années 2000, qu'est-ce qui s'est produit? Oui, c'est le secteur privé qui investissait, qui était important, mais c'était une bulle. Le problème aujourd'hui aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, c'est que l'investissement est très faible. Aux États-Unis, 40% de tous les investissements, c'était dans l'immobilier. Ça ne reviendra pas tout de suite. Ça va prendre des années avant que ça ne se reproduise. Donc, on ne va pas être capable de voir ou de faire des investissements dans le court terme. Le type de consommation qu'on a eu avant la crise n'était pas durable. Vous savez, le taux d'épargne était zéro aux États-Unis. Il n'y aura pas de la consommation pour revenir à un taux de 0% d'épargne. Donc, jusqu'à ce que notre économie surmonte les problèmes créés par le secteur bancaire, par le mauvais comportement du secteur bancaire, par les administrations Bush, par les bulles. Jusqu'à ce moment-là, la seule chose que nous pouvons faire pour faire croître l'économie américaine, ce sont les exportations. Et ça ne se produira pas avant la croissance de l'Europe. Et on n'a pas le choix. Nos sorts et notre destin est lié. Joseph Stiglitz, on raconte que Barack Obama a un œil sur sa campagne électorale et sur les républicains et sur son propre électorat, et puis qu'il a l'autre œil sur l'Europe. Oui, précisément. Si l'Europe s'enfonce dans la récession, ça sera mauvais pour l'économie américaine. S'il y a des tempêtes sur les marchés européens, ça sera mauvais pour l'économie américaine. Et si l'économie américaine s'affaiblit, très clairement, ses fortunes électorales sont vraiment très très basse. Et deuxième temps de la question, est-ce que c'est pour cela aussi que depuis un an ou deux déjà, Barack Obama fait toujours avec, je ne sais plus combien il peut avoir d'œil du coup maintenant, mais enfin il fait les yeux doux après avoir ceux sur son électorat et ceux sur l'Europe, il fait les yeux doux à l'Asie du Sud-Est et souhaite nouer des partenariats économiques de plus en plus intenses avec cette partie du monde. Well, I think that's c'est pas simplement le sud-est asiatique. Je crois que on reconnaît que la principale source de croissance dans l'économie d'aujourd'hui, c'est les marchés émergents, principalement en Asie. Depuis que l'Europe est tellement faible et depuis que les politiques d'austérité affaiblissent encore l'Europe de façon prévisible, il est très naturel que les États-Unis veuillent renforcer leurs liens économiques avec ces parties du monde qui sont en croissance, c'est-à-dire les marchés émergents dans le sud-est asiatique. Alors, Joseph Stiglitz, je vous propose d'écouter, c'est le moment de notre poêle à gratter, le Bobino poêle à gratter. Pendant que vous prônez le renforcement du contrôle de l'État et sur les marchés, vous devez connaître ces toutes petites expériences qui sont tout de même à la fois assez drôles, ceux qui veulent aboutir à l'inverse. C'est le cas à New Utopia. New Utopia, le savez-vous, est un projet de nouvel État. Et ce qui est amusant, ce sont des libertariens qui veulent le créer, un groupe de libertariens américains qui revendiquent un récif dans la mer des Caraïbes entre le Honduras et les îles Caïmans. Je parle au géographe aussi avec moi, Sylvain Kahn. Pour l'instant, c'est une seule petite bouée qui est censée marquer leur souveraineté, mais ils collectent des fonds pour y construire un nouveau pays qui serait ultra-libéral. Alors, ils ne sont pas toujours reconnus ils ne sont toujours pas reconnus par l'ONU, mais ce n'est pas qu'une fantaisie, puisque cette toute petite république océanienne du Vanuatu reconnaît les échanges commerciaux avec New Utopia. Vous allez me dire que ce n'est pas étonnant de la part d'un paradis fiscal. Écoutez au micro de Christophe Paillet des Matins de France Culture, le ministre des Affaires étrangères de New Utopia, un Français, Bertrand Thibert. Il y a une population de 3200 citoyens. Il y a un État constitué
constitué d'un gouvernement composé d'une quinzaine de membres, une haute cour de justice et un corps diplomatique que j'ai l'honneur de diriger. Et donc un territoire qui peut potentiellement recouvrer quelques 200 000 hectares dès que la première phase de la construction sera achevée. Alors l'objectif, c'est de réaliser sur un nouveau territoire qui n'existe pas encore, ce qui n'a peut-être encore dans l'histoire jamais pu avoir lieu, à savoir proposer une nouvelle forme de gouvernance au travers de l'idéologie libertarienne qui est celle d'un État limité à ses principes régaliens, à savoir la protection du territoire, la justice, une fiscalité réduite au minimum et au contraire une grande liberté quant à la liberté d'entreprendre, par exemple, la liberté de bâtir n'importe quel business et de pouvoir trouver quelque chose que les États actuels n'offrent pas. Plutôt que de leur imposer, par exemple, un système politique, économique dans lequel ils ne se reconnaîtraient pas en totalité, les libertariens et nous-mêmes préférons créer un État, proposer une offre justement de vivre ensemble par ce biais-là, et que les citoyens qui désirent faire acte d'adhésion à ce système puissent librement y rentrer et y prospérer. Joseph Stiglitz. Il y a une longue tradition d'utopistes. Dans l'État de l'Indiana, d'où je viens, il y a un endroit qui s'appelle New Harmony, la nouvelle harmonie. Le problème que ces gens ne prennent pas en compte, c'est que la liberté de l'un peut enlever de la liberté à l'autre. C'est la raison pour laquelle on a des lois. Ma liberté d'avoir une arme, ça signifie que d'autres peuvent être tués. Mon droit à polluer, ça veut dire que vous vivrez une vie plus courte. Donc la raison pour laquelle on vit dans une communauté, et la seule raison pour laquelle on restreint nos propres libertés, c'est que notre liberté ne doit pas interférer avec la liberté des autres. Et le problème dans nos communautés, c'est que tout ce que nous faisons, si moi je conduis là, dans la rue et que je roule trop vite, je pourrais vous tuer. Vous avez le droit de ne pas être tué. C'est très important aussi cette liberté. Et c'est pour ça qu'on a des lois sur le droit de la conduite et puis le droit des banques aussi à faire ceci et cela. Les banques, on ne veut pas que les banques soient régulées. Mais le fait est que lorsque les banques ne sont pas régulées, il faut dépenser des centaines et des centaines de milliards de dollars pour les renflouer. Moi, j'ai perdu de ma liberté parce que j'ai dû leur payer cet argent-là. Si on ne fait pas de régulation pour les banques, ils vont imposer des coûts au reste de la population. C'est une vision très naïve, oui, vous pouvez faire une expérience avec quelques centaines de personnes, faire semblant que ça c'est la vraie liberté. Mais en fait, ça c'est extraordinairement naïf. Merci Joseph Stiglitz de nous avoir rejoint au matin de France Culture, d'avoir accepté notre invitation. Le prix de l'inégalité aux liens qui libèrent. Et je précise évidemment que dans ce livre, il n'est pas seulement question d'économie, ou au sens où il est question d'économie, évidemment dans l'idée que cela rejaillit surtout sur la question politique. Vous êtes inquiet bien sûr sur l'état de notre démocratie. Puis ce que vous dites de très important dans le livre, c'est que tout de même ces répercussions de la pauvreté grandissante aux États-Unis ou dans le monde, au fond c'est que ça coûte plus cher finalement la pauvreté, si on peut dire cela comme ça, puisque sur la santé, sur l'éducation, ça se paye au final très cher, Joseph Stiglitz. Il n'y a pas vraiment intérêt. That's right. In fact, the major Le thème principal du livre, en fait, c'est qu'on paye très très cher pour l'inégalité. L'ancienne vision, c'est que l'inégalité, ça peut être mauvais, mais le coût de s'en débarrasser était trop élevé et qu'il fallait simplement l'accepter tel quel. Le point dans mon livre est de démontrer que l'inégalité affaiblit l'économie, ça affaiblit nos démocraties, ça affaiblit nos sociétés et que nous payons un prix très élevé pour cette inégalité. Et je décris comment on peut réduire cette inégalité, pas l'éliminer, mais on peut la réduire et terminer avec une économie plus forte et une meilleure société. Le maître mot, c'est retrouver le sens du bien commun pour tout le monde, que l'on soit très riche ou pas. C'est tenter de créer une société où les gens peuvent vivre ensemble,
avoir la capacité d'exprimer leur potentiel. C'est exactement pourquoi l'un des inquiétudes que j'ai, c'est le manque d'opportunités, le manque d'occasion pour les jeunes aux États-Unis qui sont nés de parents pauvres. Eh bien, ils n'ont pas l'occasion d'exprimer tout leur potentiel. Ce dont on parle ici, c'est comment des individus peuvent se réaliser et comment notre société peut réaliser son potentiel. Et le problème, c'est que l'inégalité dans nos sociétés empêche à la fois la capacité des individus à se réaliser pleinement et de la société de fonctionner ensemble. Notre société divisée et véritablement met en danger notre avenir. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, le prix de l'inégalité aux éditions des Liens qui libèrent. Vous aimez Bob Dylan? Yes. Oui. There's actually maybe not everything, but non, peut-être pas tout de Bob Dylan. Mais there's a very interesting movie that just il y came a un out film in the extrêmement United States intéressant qui vient de sortir aux États-Unis sur un musicien qui s'appelle Rodriguez, qui est devenu très très célèbre en Afrique du Sud durant la période de l'apartheid comme symbole du mouvement anti-apartheid. Bien qu'il était complètement inconnu aux États-Unis. On vient de le redécouvrir à la fin des années 90. C'est vraiment un personnage extraordinaire.